Violette déjà qui est toute jeune, qui a 20 ans, qui est très engagée, qui a une expérience déjà à son âge divers et variés, à la fois sur le côté avec son optimiste, après voilà, sa mini transat, puis son envie d'aller de l'avant, c'est ce qui nous porte aussi, nous les plus anciens aussi, hein, parce qu'on dit toujours c'est toujours de la transmission, mais c'est du partage surtout. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose une interview complètement exceptionnelle, une interview qui sort du thème habituel retail e-commerce que vous connaissez. Je vous propose une interview qui devrait vous transporter dans une dimension qui, je l'espère, vous touchera autant que moi. Avant d'introduire mes deux invités et avant de leur donner la parole, je dois d'abord prendre le temps de contextualiser cet épisode. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai toujours été un grand fan de voile en pratiquant dès l'enfance la voile légère, puis plus sérieusement en skippant des voiliers. Plus tard, j'ai aussi eu la chance de naviguer dans des conditions un peu plus sportives à la Trinité-sur-Mer pendant 2 saisons sur des bateaux de course. Il existe une course en particulier justement qui m'a toujours fasciné et que j'ai toujours suivi avec assiduité, l'Everest de la course au large, j'ai nommé le Vendée Globe. Une fois tous les 4 ans, les meilleurs skippers du monde partent en solitaire et sans assistance faire le tour du globe en enroulant le continent antarctique. Cette course est mythique et même si vous n'êtes pas un voileux, vous la connaissez forcément. Alors pourquoi je vous raconte tout cela ? C'est parce que le 30 juin 2021, j'ai reçu un email d'une certaine Violette d'Orange. Je vous le lis, il est court et il explique tout. Bonjour Cyril, je m'appelle Violette d'Orange. J'ai 20 ans, je suis rochelaise et navigatrice professionnelle et depuis 1 an ambassadrice de la fondation Apprentis d'Auteuil qui agit pour la jeunesse en difficulté. Je serai la plus jeune navigatrice pour le Vendée Globe 2024 et je travaille avec l'équipe de Jean Le Cam pour la mise au point de mon bateau. Mon bateau, Devenir, portera les valeurs de la fondation Apprentis d'Auteuil ainsi que les couleurs des partenaires associés à ce beau projet. Nous faisons appel aux passionnés de voile qui souhaitent joindre leur entreprise à un formidable projet qui allie défis sportifs, engagement RSE et très forte visibilité médiatique. Je me demandais si les Digital Doers ou une entreprise de votre connaissance serait intéressée pour être partenaire de ce projet. J'ai immédiatement répondu à Violette car son projet me touche pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez compris, ma passion pour la voile en général et le Vendée Globe en particulier. Et puis les Apprentis d'Auteuil, une fondation que je connais très bien, qui se trouve juste à 500 mètres de chez moi. Et puis enfin les jeunes. Je suis père de 3 enfants, mes 2 aînés sont de la génération de Violette. Vous l'avez imaginé, vous l'aurez très bien compris, ce ne sont pas les Digital Doers qui vont être en capacité de financer le Vendée Globe 2024 de Violette, malheureusement. Ce que je lui ai proposé en revanche, c'est d'utiliser mon podcast comme boîte de résonance pour l'aider à trouver des partenaires. Donc oui, ce message s'adresse en particulier à mes plus de 120 invités, décideurs et acteurs de l'écosystème retail e-commerce en France. Mais aussi à vous, chers auditeurs, qui avez un rôle à jouer en relayant autour de vous cette initiative. La première chose à faire est certainement d'en parler et de faire connaître autour de vous cet épisode et puis de le partager sur les réseaux sociaux. Mais laissons la parole maintenant à Violette, vous l'avez compris, accompagnée de son mentor et supporter engagé, Jean Le Cam, dit le roi Jean. C'est sur son mythique bateau, Hubert, que notre jeune skippeuse prendra le départ en 2024. Je pense que c'est le plus beau passage de témoin qu'il m'ait été donné de voir.
Jean, je sais que tu es d'accord, je donne la parole à Violette pour commencer. Honneur aux femmes et à la jeunesse. Alors Violette, avant de parler du Vendée Globe 2024, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, moi je m'appelle donc Violette Drange, comme tu l'as dit, j'ai 20 ans et là je me prépare pour le Vendée Globe 2024. Donc j'ai fait de la voile, j'ai commencé assez jeune, à l'âge de 7 ans sur des petits bateaux, notamment l'Optimiste. J'ai fait des petits défis assez rigolos comme la traversée de la Manche en Optimiste à 15 ans, ça c'était un vrai défi original. Et puis après j'ai fait beaucoup de compétitions où j'ai découvert le haut niveau en voile légère, où on va faire championnat du monde en Nouvelle-Zélande, en Chine, on voyage beaucoup et on fait des grandes courses, on a l'impression que c'est les mini-JO à 15 ans. Et puis après... La voile légère, quand tu dis ça, c'est quoi ? C'est des monocoques ? C'est des 470 ? C'est des petits bateaux qui restent pas loin du port et en fait on fait des courses juste dans les baies et on fait des petits parcours et voilà, ça englobe toute la voile légère. Moi j'ai fait Optimiste et 420. 420 c'était en double et c'est un bateau qui fait 4,20 m quoi. C'est vraiment tout petit. Et donc ça c'était mes années de lycée et après j'ai voulu partir vers la course au large parce que ça me faisait rêver depuis que j'étais toute petite et que j'ai découvert avec les petits défis comme la traversée de la Manche en Optimiste, que j'adorais faire me lancer des défis et partir au large. Donc voilà, j'ai commencé la course au large assez tôt, à 17 ans. J'ai eu un premier bateau et je suis partie faire la traversée de l'Atlantique en solitaire à 18 ans. C'était une grande aventure. C'était sur une course qui s'appelle la Mini Transat. Donc on part sur un bateau de 6,50 m, sans assistance, sans contact avec la terre et avec très peu d'électronique et on traverse l'Atlantique. Donc voilà, j'ai un peu débuté comme ça, j'ai mis le pied dedans et maintenant je rêve depuis longtemps du Vendée Globe, mais maintenant je m'y prépare concrètement, quoi. Donc ça fait 2 ans finalement, hein. Si t'as 20 ans, à 18 ans tu traverses l'Atlantique pour la première fois, je pense que tu devais être une des plus jeunes sur la ligne de départ, là aussi. Ouais, apparemment en fait je suis la plus jeune de l'histoire à avoir traversé en course l'Atlantique. Donc ça voilà. commence bien. Puis j'étais la plus jeune de la flotte à l'avoir fait, donc c'était génial. Et en fait c'est vrai que j'ai pris de l'avance, ça allait assez vite, mais au final ça me permet d'avoir du temps pour la suite et de pouvoir progresser assez vite pour la suite. D'accord. Le Vendée Globe, on va y revenir. Pourquoi tu veux aller sur le Vendée Globe ? Une course mythique, moi je comprends quand on s'engage là-dedans, dans la course au large, cette volonté de vouloir faire le Vendée Globe. Tu l'as cité, la fondation des apprentis d'Auteuil, non tu l'as peut-être pas cité, c'est moi qui l'ai cité. Ouais. Est-ce que tu peux nous introduire, donc on a compris ton parcours, ce que t'étais, avant qu'on y arrive. À 20 ans, normalement, on est étudiant. Oui, en fait... Tu l'oublies un petit peu, ça ou... Je l'oublie pas, parce que c'est quand même un point important, c'est de continuer un peu les études, ou alors d'avoir toujours ça à côté pour rester un peu le pied sur terre quand même, et essayer d'apprendre autre chose, de s'ouvrir un peu l'esprit. Et c'était important pour moi de continuer les études après le lycée. Donc j'ai fait... En fait, là, en ce moment, je suis à l'école de l'INS à Rennes. C'est une école d'ingé en prépa intégrée et qui est juste géniale pour tous les sportifs de haut niveau, puisqu'on peut avoir vraiment un aménagement organisé et on a un vrai accompagnement. Donc voilà, je suis toujours étudiante à côté. Tu fais des études d'ingénieur qui ont un rapport de près ou de loin avec le monde de la voile, des chantiers navals. Ça se rapproche, oui, ça se rapproche quand même assez bien, puisque je travaille les mathématiques, c'est assez cartésien, on a besoin de ça en mer, et puis je travaille aussi la mécanique, les fluides, tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment le lien concret, mais quand je vais me spécialiser dans les matériaux, par exemple, je vais pouvoir vraiment apprendre des choses concrètes qui vont m'aider pour la suite. Ok, donc revenons à la question. Tu vas courir en 2024, on va vraiment détailler tout ça, sur le Vendée Globe pour la Fondation des apprentis d'Auteuil. Présente-nous ce projet, c'est quoi ? Alors, en fait, l'idée du projet Devenir, donc c'est le nom du projet, elle s'est faite pendant le premier confinement, je crois bien. C'est juste, en fait, j'avais cette idée du Vendée Globe. On a commencé à le concrétiser en s'entraînant en Figaro, dont j'expliquerai après. Mais voilà, j'avais envie de donner un peu plus de sens à mon projet, de faire quelque chose d'un peu plus...
d'être un petit peu plus utile à la société, de donner une autre dimension à mon sport en fait. Et j'ai pensé à la Fondation Apprentis d'Auteuil parce que je les connaissais déjà, j'avais quelques contacts à cette fondation et j'avais vu en fait des classes, en fait, des jeunes qui avaient eu leur diplôme dans le secteur de l'aéronautique j'avais trouvé ça juste génial de savoir d'où ils venaient et comment ils avaient réussi à s'en sortir. Ils étaient vraiment trop fiers d'avoir leur diplôme à je sais plus 20 ans je crois. Et donc voilà, oui, non, mais raconte-nous ces jeunes. En fait, qu'est-ce qu'elle fait la fondation pour ces jeunes? Soyons concrets. La fondation, elle aide les jeunes. Ça va ils aident les jeunes sur un grand secteur. Ça va de 2 ans à 30 ans. Donc en fait, il y a toute la partie protection de l'enfance, la partie où ils aident les jeunes qui sont déscolarisés à les rescolariser. Il y a beaucoup d'humains dans le sens où ils essayent de leur donner confiance. Il y a aussi toute la partie formation, insertion dans la vie sociale, avoir un logement, c'est tout simple, mais il y a aussi tous les mineurs non accompagnés qui arrivent, c'est des mineurs qui arrivent en France et qui ont rien. Donc l'idée c'est vraiment de les aider à retrouver confiance en eux, de leur donner envie de trouver un job qui leur plaît et de les aider à avoir ce job-là et d'avoir une vie stable en fait. Et ils aident aussi les familles, ils aident les jeunes, la jeunesse en difficulté, c'est vraiment un vaste sujet et ils aident 30 000 jeunes en France. Il y a des centres un petit peu partout, des maisons d'enfance, des écoles, des centres de formation et voilà. Et donc j'ai découvert... En fait, je les ai contactés, je leur ai dit, j'ai envie de faire quelque chose, je sais pas du tout quoi, mais j'ai envie de faire quelque chose avec mon projet voile. Pourquoi pas essayer de porter un peu les couleurs de cette fondation sur ma voile dans un premier temps, juste pour en parler, parce qu'ils ont besoin de visibilité, de se faire connaître pour les dons, pour récolter des dons. Et puis en fait, après, petit à petit, j'ai découvert cette fondation. Je suis allée dans les centres, je suis allée voir les jeunes, et là, j'étais vraiment touchée. Et je me suis dit que c'était j'avais trouvé la cause que je voulais soutenir quoi. J'étais vraiment, je trouve qu'ils font un boulot incroyable parce que c'est au-delà de juste aller donner des métiers à des jeunes, ils essayent vraiment de leur donner envie de monter leur projet et de leur donner envie d'aller de l'avant quoi. Donc voilà, je suis vraiment touchée par cette fondation et j'ai envie de l'aider du mieux que possible. Et donc l'idée du projet Devenir, c'est simplement de leur donner de la visibilité. Après, je suis ambassadrice de cette fondation, je suis la marraine, donc je vais voir les jeunes. L'idée, c'est d'avoir quand même de l'échange avec eux. On aimerait, par exemple, en prendre un dans l'équipe du projet voile, lui trouver un job, voilà, et puis en faire naviguer, les faire peut-être monter ça c'est encore des idées, c'est pas concret, mais peut-être monter un centre de formation dans le milieu de la voile en Bretagne. Enfin voilà, on a plein d'idées, mais ça se met en place. Et derrière ce projet-là, il y a forcément les sponsors qui sont là pour financer le projet et qui sont d'un certain côté qui s'engagent aussi, puisqu'ils acceptent de se mettre un petit peu en retrait niveau visibilité sur le bateau pour mettre la fondation en valeur et parler d'elle. On va revenir dessus, et c'est important ce que tu soulignes, c'est que les sponsors, ils vont pas faire un don à la fondation, non. Ils vont venir financer ton projet pour, grâce à ce financement, promouvoir la fondation des apprentis d'Auteuil. Donc c'est pas finalement des sponsors qui vont faire un don défiscalisé entre guillemets à la fondation, mais c'est bien pour aller venir soutenir ton projet qui lui-même va soutenir la fondation. C'est un peu un cercle vertueux entre moi c'est vraiment mon idée, c'est d'avoir un projet sportif pour véhiculer les valeurs détermination, tout ça, partager ce qu'on vit en mer, puis moi c'est mon rêve de faire ça, mais d'un autre côté soutenir aussi quelque chose et être utile à mon échelle. Pour les partenaires, eux, ils soutiennent un projet sportif, donc ils peuvent se mettre en avant, mettre leurs valeurs en avant, mais aussi ils s'associent à la fondation en quelque sorte. On va revenir sur tout ça. Donc merci pour cette présentation très claire finalement des motivations qui sont les tiennes à soutenir cette fondation. Comme je le précisais en introduction, je la connais aussi et je suis hyper enthousiaste en t'entendant parler, parce que t'as un énorme sourire, ça doit s'entendre derrière le micro, t'as une vraie patate et c'est hyper agréable. Un rapide mot
passer la parole à Jean. Jean, en quelques mots, c'est très difficile de le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si ça existe, c'est 5 participations au Vendée Globe. Dans la dernière, en 2020, qui ne fut pas l'une des moins mythiques, au contraire. On retiendra pour Jean 2 choses. On va dire le sauvetage de Kevin Escoffier, qui lui a valu, dans les 40e auditions, qui lui a valu la place du con, le 4e au classement général. Mais je crois que Jean, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux nous dire, Jean, pourquoi tu es touché par le projet de Violette, et puis nous dire 2 mots sur ce que c'est que ce Vendée Globe, toi qui le connais bien. Oui, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est le Vendée Globe ? C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on y retourne. Parce que c'est toujours pareil, c'est une aventure, c'est une course, c'est de la compétition, c'est des rencontres humaines, c'est des histoires. Et à chaque fois, les gens ils me demandent pourquoi tu y retournes. Je leur dis parce que si on savait ce que c'était exactement, on n'y retournerait pas. Ce serait lassant. C'est parce qu'une aventure, si c'est une aventure, par définition, c'est ce qu'on ne sait pas. Sinon, ça s'appellerait pas une aventure. Donc voilà ce que c'est le Vendée Globe ou ce que ça n'est pas. Mais voilà, moi j'adore cette course-là parce que c'est pas qu'une course, c'est un mélange de tout, je dirais, à la fois de compétition, de technique, de rapport humain, et surtout c'est de l'extrême. C'est-à-dire c'est des situations où tu passes vraiment des extrêmes émotionnels, à la fois par le haut et par le bas. Alors on ne sait pas où est le haut et le bas, mais c'est toujours dans des extrêmes, et ces extrêmes-là, n'existent que sur des courses difficiles comme l'est le Vendée Globe. Et je pense que la difficulté rend aussi cette course très belle, puisque si je dois dire que je dirais qu'on pleure de joie et on pleure de malheur, et on pleure dans des extrêmes, et le sentiment de la larme, puisqu'on a été doté de cet instrument qui est de pleurer, à la fois dans les moments extrêmes où on est dans la détresse, quand par exemple je ne retrouvais pas Kevin, et j'étais dans l'idée où l'organisation à un moment pouvait me dire mais on arrête les recherches. Et là, c'était des moments extrêmement douloureux dans la détresse, jusqu'au moment où Kevin monte à bord, par exemple, où là c'est encore des larmes, mais des larmes de bonheur. Et c'est un peu ça, peut-être un tout petit peu le Vendée Globe, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la compétition. C'était cette descente de l'Atlantique avec bien souvent dans le tiercé avec mon ancien bateau et mon grand âge. Donc c'était personne ne m'attendait, pourtant j'étais là. Donc c'était quelque chose d'incroyable. Et puis le bateau un peu esquinté pendant 60 jours de la course, donc ça c'était aussi encore une difficulté, mais une difficulté du quotidien, et chaque minute, chaque heure. Donc et puis l'arrivée, forcément, puisque l'arrivée c'était déjà d'arriver tout simplement. Et alors en plus 4e, la place du con, exceptionnel. Donc un scénario qu'on n'aurait pas pu écrire avant le départ. L'être humain veut toujours prévoir tout, écrire tout avant d'avoir fait, et je pense que il faut faire pour savoir. Et alors c'est un beau témoignage sur la façon dont on peut décrire le Vendée Globe, que j'aime beaucoup, et je retiens le côté humain. Et justement pour faire le lien avec le projet de Violette, est-ce que c'est aussi quelque chose qui, chez toi, t'a touché, le fait... tu vas me répondre, bien sûr, mais finalement, tu t'y attendais probablement pas qu'une jeune fille comme Violette vienne te solliciter. Qu'est-ce qui a fait... Parce qu'il y aurait pu y en avoir d'autres, finalement. Parce qu'il y a Violette avec son projet. Ouais.
Et je pense que c'est important aussi d'avoir Violette déjà qui est toute jeune, qui a 20 ans, qui est très engagée, qui a une expérience déjà à son âge divers et variés, à la fois sur le côté avec son optimiste, après voilà, sa mini transat, puis son envie d'aller de l'avant, c'est ce qui nous porte aussi, nous les plus anciens aussi, hein, parce qu'on dit toujours que c'est toujours de la transmission, mais c'est du partage surtout, parce que je pense qu'on est là pour s'apprendre les uns les autres et non pas que dans un sens, parce que ça c'est clair. Donc, et pourquoi Violette? Parce que Violette, son projet d'aider les jeunes dans la détresse avec les apprentis d'Auteuil, c'est un challenge engagé. Et puis, moi, comme je suis quelqu'un d'assez engagé aussi, donc mettre nos énergies en commun pour arriver à créer, à faire une belle histoire de cette aventure avec je dirais que après, c'est vrai qu'il y a le Vendée Globe, il y a l'outil, qui est un bateau qui flotte de 60 pieds. Le bateau, il s'appelle Hubert, il a déjà une histoire. Et ça va donner des énergies positives, créer une belle histoire surtout, et puis avec des gens qui ont envie d'y aller, et voilà. Et je crois que ce qu'on raconte aujourd'hui ne sera pas ce qu'on va raconter demain, parce que tout ça va évoluer, mais on sent une énergie positive, et puis cette énergie positive la transmettre aux jeunes, et puis les amener avec nous dans leurs rêves et dans leur fonctionnement, est un peu le début de cette histoire. Et je vous pose la question à vous deux, je vous l'ai posée avant qu'on commence à enregistrer, mais racontez-nous comment vous êtes connus. Hein, comment je crois que... Ouais, bah en fait, on se croisait souvent sur les pontons, puisqu'on est... je suis arrivée au pôle à Port-Laf il y a seulement 1 an, 2 ans. Oui, parce que là, on se trouve à Port-la-Forêt quand on enregistre ça. Et toi, Jean, tu as ton chantier depuis plus longtemps, donc on se croisait, et puis en fait, je suis un peu venue toquer pour savoir si c'était possible de travailler avec toi. Bah voilà. Voilà, simplement. C'est tout simple. Mais moi, j'aime bien les choses simples comme ça, où on essaye, et puis en fait, souvent, ça marche. Jean, tu as commencé à en parler de Hubert, ce bateau qui est un peu mythique. Il a quel âge, ce bateau? Bah, il est de conception 2006, donc il a gagné le Vendée Globe en 2008. Donc voilà, il a quoi alors pour le coup, je sais pas trop. Il est sorti des chantiers en 2008. Ouais, il a 13 ans. Ouais, c'est ça, 13-15 ans. Ouais. Et tu peux pour ceux qui le savent pas, nous expliquer pourquoi il s'appelle Hubert? Bah, il s'appelle Hubert parce qu'on a monté quand j'avais un peu 3 ans de plus que Violette. On a monté le chantier CDK Composite, donc avec 3 personnes. C'était Hubert et Gaëtan. Hubert Desjoyaux. Oui, et Gaëtan Gouérou. Et donc voilà, on a fait plusieurs bateaux, dont les bateaux d'Olivier de Kersauzon, Poulain à l'époque, tous mes Formules 40, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Et puis, il se fait que Hubert est décédé il y a quelques années, et que c'est un des derniers bateaux qu'il a construit. Et donc, j'ai décidé de l'appeler Hubert, voilà. C'était un hommage à Hubert. Ce bateau, il a quoi comme palmarès comme palmarès. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait comme course? C'est quoi son histoire? Son histoire, c'est une histoire de Vendée Globe. Vendée Globe, Barcelona. Moi, j'ai fait 3 tours du monde dessus. Donc, dont le premier pour moi, c'était la Barcelona avec Bernard Stam, sous les couleurs de Poujoula, qu'on a remporté. Et puis ensuite, Finistère-Mervan il y a 4 ans. Et puis Yes We Cam cette année. Donc avec des places, 6e, 4e, 1er. Et son début de carrière, il a gagné le Vendée Globe avec Michel Desjoyaux. Ouais. Et après, il y a eu Iker et Chabi qui ont fait une autre Barcelona avec ce bateau.
Et c'est un bateau qui est bien né quand même. Ouais, c'est un bateau qui est bien né, et puis c'est un bateau qu'on entretient, qu'on chouchoute, et puis qu'on améliore surtout. Hein. C'est-à-dire que c'est un bateau qui est tout le temps en mouvement. Là, tu l'as dit dans les médias quand t'es arrivé, enfin quelques temps après être arrivé du Vendée Globe, il a souffert, tu l'as redit tout à l'heure. C'était quoi en fait les problèmes qu'il a rencontrés? Les problèmes qu'il a rencontrés, c'est que le bateau il est construit avec une couche de carbone en peau intérieure, comme on appelle ça, une couche de carbone en peau extérieure, puis entre deux il y a de la mousse, et quand les bateaux tapent, il se peut qu'il y ait la mousse se casse, et donc à partir de là c'est une mousse rigide. Oui, et donc il n'y a plus de structure, enfin c'est très dangereux. Donc c'est à l'avant du bateau. Voilà, donc il faut vraiment le réparer rapidement. Et là, donc en fait, j'avais fait une réparation, mais je savais pas si elle a cassé une première fois. Après, dans le Pacifique, j'ai réparé. Et puis au final, il fallait que ça tienne parce que j'avais plus de matière première, j'avais plus de colle, j'avais plus rien. Et puis au final, ça a tenu jusqu'à l'arrivée, jusqu'au moment où on a fait passer les experts pour analyser la réparation. Et en fait, elle était nickel, ma réparation. Donc j'aurais pu peut-être faire un autre tour du monde. Mais... Donc depuis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé toute cette partie. Donc changé toute la mousse. Et puis on a augmenté surtout le cahier des charges de slamming, comme on appelle ça. C'est-à-dire que le slamming, en fait, c'est quand vous sautez d'un plongeoir et que vous faites un plat, vous voyez bien que votre ventre est rouge. Le slamming, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est une bonne comparaison. C'est des chocs, en fait, à plat, et donc qu'il faut... et donc on a augmenté tous les coefficients de sécurité, voire mis ceinture et bretelles, parce que je ne voulais pas que ça réarrive. Alors, tu parles justement des évolutions sur le bateau, enfin des réparations, puis des évolutions. On l'a vu à la dernière édition du Vendée Globe, il y avait deux évolutions notables par rapport à la précédente. Les foils et puis les toits fermés. On voyait les skippers qui étaient à peu près au sec, entre guillemets. Est-ce que c'est des évolutions qui sont attendues ou pas sur le bateau ? Là, on a déjà une belle casquette sur le bateau. Donc après, j'avais mis une toile en fait pour fermer la casquette. Et au final, je n'ai gardé que les deux petites parties latérales. Donc non, je pense qu'il est là, on est pas mal. Après, alors là, après, tu peux ouvrir ou fermer suivant ce que tu veux. Mais honnêtement, là, on est bien au sec. Plutôt que d'avoir une casquette coulissante, je préfère la faire fixe parce qu'au moins il y a pas de fuite, parce qu'un panneau, il peut pas être entrebâillé. C'est-à-dire que quand tu es sur une casquette qui coulisse et que au final tu te dis que tu es au sec et puis qu'il y a des fuites, j'aime pas. Ouais. Donc voilà, puis il y en a toutes le bateau, il a été complètement reponcé, il a été entièrement modifié, ce qui en fait Hubert aujourd'hui, parce que c'est du travail aussi, du quotidien, et tous les ans, chaque course, on le fait évoluer. Et donc là, il est navigable maintenant ? Là, il est là, oui. Si on voulait partir cet après-midi, on pourrait. Alors justement, Violette, comment tu fais pour te préparer pour ce Vendée Globe 2024 ? En fait, en quoi ça consiste ? Il reste 3 ans, quasiment, à un mois près, il reste 3 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta préparation ? Il y a plein de choses différentes. En fait, il y a déjà la préparation technique sur l'eau. Là, en fait, je récupère normalement Hubert en 2023 et à la fin de la route du Rhum, et l'objectif de la route du Rhum 2022. Donc, en fait, ça me laisse encore 1 an l'an prochain pour continuer en Figaro, parce qu'en fait, depuis maintenant 2 ans, je suis en Figaro. C'est un bateau qui fait la moitié de la taille de l'IMOCA, c'est un bateau de 10 mètres, et l'objectif, c'est de tous les... ce bateau est juste génial parce que on navigue énormément,
on sort presque toutes les 2 semaines, ou on navigue une semaine. Enfin, on navigue beaucoup, on fait beaucoup de compétitions. À chaque fin d'année, il y a une course phare et mythique, c'est la Solitaire du Figaro. Que tu as fini avec une très belle 19e place, si je dis pas de bêtises. 19e. Ouais, c'est ça, 19e. Ouais, et que Jean a gagné 3 fois. Et la Solitaire du Figaro, c'est une course en fait où on retrouve beaucoup de très bons skippers professionnels qui sont là pour justement pour s'entraîner, pour peut-être après faire soit Vendée Globe, soit autre chose. Mais c'est un super circuit pour s'entraîner. Et donc l'idée, c'est que là, je fais 3 années de Figaro en tout. Et après, je passe en IMOCA, donc je fais Transat Jacques Vabre 2023 et après Vendée Globe 2024. Donc ça, c'est tout le planning sportif. Donc ça, il y a des entraînements quasi toute l'année. Là, en ce moment, on est un peu la période où c'est le automne, début hiver, où on navigue pas trop, on se repose de la saison précédente. Mais voilà, et en fait, donc pour la partie sportive, donc je m'entraîne dans un pôle d'entraînement. À côté, il y a des préparations physiques, donc on va faire du sport en salle, on va courir, des choses comme ça. Il y a la partie mentale où là je travaille depuis longtemps là-dessus, où j'ai appris au début à gérer le stress, les peurs. Là en ce moment, par exemple cette année j'ai fait une transatlantique en double, et là j'ai travaillé la gestion du temps en mer. Là sur la Solitaire, j'ai travaillé par exemple le fait d'être dans la difficulté et juste de tenir bon la difficulté. Donc voilà, c'est un peu par phase, mais je travaille avec une personne, le mental. Il y a aussi la préparation du sommeil avec un médecin, plein de petits détails comme ça. Et puis après, il y a surtout la recherche de sponsors qui demande énormément de temps, et la communication qui prend beaucoup de temps pour monter ce projet-là, parce que c'est un gros projet. Ouais, alors c'est très intéressant ce que tu nous dis, parce que pour bien comprendre, et on va parler justement de cette recherche de partenaires, de sponsors, c'est un programme qui s'étale sur en fait 4 ans, il en reste 3. Quand tu parles pour être sur la ligne de départ, il y a des étapes par lesquelles il faut passer, tu l'as très bien expliqué. Finalement, le Figaro, c'est 3 ans de progression. C'est déjà une grosse préparation. C'est une grosse préparation qui demande déjà d'être financée, parce que le bateau, même s'il fait 30 pieds au lieu de 60, ça reste un bateau de course et qui a besoin d'être entretenu, et il y a des coûts, des frais. Ouais. Et puis, tu cours toutes les 2 semaines, c'est ça ? Enfin, tu sors quasiment, toutes les 2 semaines. Donc, c'est vrai que ça nécessite un budget. Après, tu vas prendre finalement pied sur un IMOCA, sur Uber, pour aller faire des courses encore plus grandes. Le bateau est plus grand, les courses sont plus longues, donc ça doit avoir aussi des budgets qui sont plus conséquents, pour finalement être au départ en novembre 2024. En fait, l'intérêt de continuer encore en Figaro et de ne pas passer tout de suite en IMOCA, c'est que si on fait une bêtise, ça coûte un peu moins cher, quoi. Ouais. Et puis c'est un peu moins grave. Et ça permet de faire un petit peu plus de bêtises, et puis surtout on navigue beaucoup plus en Figaro. Ouais. Justement, parlons concrètement. C'est quoi les budgets ? C'est de combien tu as besoin ? Qu'est-ce que tu peux raconter aujourd'hui aux partenaires, aux sponsors potentiels qui écoutent ce podcast ? Comment ça fonctionne ? En fait, alors les budgets, ça dépend énormément du bateau, de l'envie de chaque coureur et de toute l'équipe. Moi, je pars sur un projet Vendée Globe plutôt découverte. Enfin, c'est mon premier Vendée Globe, donc mon premier objectif, c'est de le terminer, de ramener Hubert à bon port et sans trop de casse, et voilà, de faire une belle première aventure. Donc moi, j'ai un petit budget, mais c'est déjà assez énorme, c'est 1,5 million par an à partir de 2023. Donc là, en fait, on est déjà en train de rechercher ce budget-là depuis quelques mois, même un peu plus. Et en Figaro, le budget, il est beaucoup plus petit, il est de 200 000 par an. Donc voilà, là, c'est voilà un petit peu les critères par an. Ouais. Et donc, comment ça marche ? En fait, c'est des entreprises qui s'engagent là-dedans. Il y a beaucoup d'avantages pour elles. Forcément, elles ne s'engagent pas pour rien. Déjà, elles partagent l'aventure avec nous. Enfin, elles sont là sur les départs, sur les arrivées. Ils peuvent emmener beaucoup de salariés, vivre l'aventure. L'entreprise peut faire vivre cette aventure en interne, où je peux venir faire des conférences. Ils peuvent suivre la cartographie. Enfin,
vraiment vivre l'aventure sportive. Après, il y a tout le côté visibilité. Il y a certaines entreprises qui cherchent à avoir leur logo sur des voiles pour faire de la pub, tout simplement. Et les retombées d'un Vendée Globe sont quand même vraiment assez énormes. Oui, là, je vais appuyer sur le point. Tu seras une femme. Oui. Elles sont pas majoritaires, même s'il y en a peut-être plus. Et la dernière fois, je crois que ça a été l'édition avec le plus de femmes, hein, Jean, je dis pas de bêtises. Tu seras la plus jeune. Oui. Donc, a priori, il devrait y avoir les spotlights sur toi, ne serait-ce que pour ces deux raisons-là. S'ajoute le projet en lui-même. J'ai pas commencé par ça, je suis terrible, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais enfin, il n'y a pas d'ordre, mais c'est une réalité que ça va attirer le projet, je veux dire, la fondation des apprentis d'Auteuil. C'est quand même des raisons qui, là, on est très concret, hein, les sponsors potentiels, de quoi on parle, c'est quand même, il y a un intérêt économique derrière, on fait de la communication, donc il faut parler de ce qu'ils comprennent, et c'est vrai que bien sûr, ils s'associent à une belle image pour beaucoup. Enfin, ils ont quand même un rôle super important pour cette fondation, puisqu'ils acceptent de se mettre un petit peu en retrait sur la visibilité du bateau pour laisser de la place à la fondation. Concrètement, la fondation, c'est écrit sur la coque, hein, c'est ça ? C'est écrit sur la voile. Il y a une grosse partie dans la voile où il y a le logo Apprentis d'Auteuil. Il y a certaines entreprises qui diraient non, moi je veux mon nom, je veux mon logo en gros, je veux le nom du bateau. Là, nous, on essaye de cadrer au maximum ça et de dire on laisse la place à la fondation Apprentis d'Auteuil. Donc, dans un certain sens, ils font un don un peu dématérialisé à la fondation. Et donc ils ont quand même une action pour la fondation, donc ils s'associent à cette image et c'est un peu une politique RSE pour l'entreprise quand même. Puis on a certains sponsors, comme là j'ai un sponsor en Figaro qui a fait des dons tous les ans à une fondation, et là vu qu'on travaille avec la fondation Apprentis d'Auteuil, ils sont à la fois sponsors du projet et donateurs de la fondation. Voilà. C'est bien important de faire comprendre qu'il y a cette séparation entre le financement du bateau et le fundraising pour la fondation des apprentis d'Auteuil. Je crois que c'est très clair, effectivement, tu as besoin de tout ça. Jean, pour toi, la recherche de sponsors, tu le sais très bien ce que c'est, ça n'a pas toujours été simple. Qu'est-ce que tu peux raconter à ceux qui nous écoutent pour les motiver encore plus à souscrire finalement au projet, devenir au projet de Violette? Je dirais qu'au prochain Vendée Globe, parce que moi j'y serai aussi au prochain Vendée Globe, parce que mais on va être avec Violette, on va être les extrêmes. Alors Violette, la plus jeune, du prochain Vendée Globe, et moi le plus vieux du prochain Vendée Globe. D'accord, donc tu partiras avec quel bateau ? On monte un nouveau projet avec des bateaux accessibles, plus simples, et qu'on est en train de construire le projet pour le Vendée Globe de 2024. Donc génial. Là, on est dans les extrêmes. Ah ouais, c'est génial. On est dans les extrêmes. Violette, 20 ans, moi, donc 23. J'aurai 23, oui. Sur le départ du prochain Vendée Globe. Moi, 65. Donc on est, moi un homme, Violette une femme, on est vraiment dans les extrêmes du prochain Vendée Globe. Ouais. Et donc je pense que ça va être une super aventure. Ah oui, ça c'est... C'est ça qui est rigolo. Ouais. Ah, c'est hyper rigolo. Oui. Ah, c'est génial. C'est extraordinaire, on aura une différence de 42 ans, c'est ça. Oui, t'en as 20, moi j'ai 62, donc c'est ça, on a 42 ans de différence. Donc moi ça me plaît bien. Avec des valeurs, nous on est en Yes We Can, devenir, tout ça parle. Et oui, donc en fait vous entendez bien, chers sponsors potentiels, l'énormité du projet finalement, il faut vraiment vous engager. Jean sera en soutien complet à Violette, et il sera aussi sur la ligne de départ avec un bateau différent. Et puis Violette, donc en fait tu auras un bateau tout jeune. Voilà. Et Violette, elle aura un bateau tout vieux. C'est ça.
Donc, Ouais, mais elle est toute jeune. mais elle est toute Et jeune. moi, je suis tout vieux. Voilà. Donc, Ça fait une moyenne. donc, on va faire une moyenne. Je sais pas qu'est-ce Une qu'on va bonne faire moyenne. avec tout ça, mais on va Non, faire mais une. c'est génial. L'image, elle est géniale. C'est une belle histoire. Ah ouais, c'est une belle histoire. Non, mais c'est vrai, vous en étiez aperçu, finalement? Bah, en Ouais, parlant comme ça, bon, Ouais, on s'en est aperçu quand même que, voilà, je suis un tout petit peu plus vieux que Non, mais Violette, que ton quoi. bateau sera tout neuf. Et que le Ouais, sien, il ne non, sera ça, pas. j'ai Il pas- ce non, sera non. le plus âgé de la flotte ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Pas sûr. Je sais pas. Ça serait drôle si ça Ah, ce serait drôle si c'était le cas. Après, il est quand même. Ouais, je sais pas. Il aura quel âge? On a dit qu'il avait 13 ans, là, c'est ça? 13-14? Et il en aura. 6. Bah, 16, Ouais, il aura 18. 10. Non. Il est sorti des chantiers en 2008. Ah, 2007. En 2007. Enfin, oui. 2007 20. pour aller à 2023, 16 ans. Ouais. Mais ouais, il y aura peut-être des plus vieux, mais. Il fera Mais bon. partie des plus vieux. Ouais, il faut toujours qu'on soit le plus quelque chose ou le moins quelque chose. Ouais. On s'en Enfin, ce sera fout. celui qui aura le plus de tours autour du monde, Ah, ça c'est probablement. sûr. Ah, Ouais. bah, ça, Ouais. c'est certain, ouais. Ouais. Bon, et ben, donc en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour avoir témoigné de ce projet. Merci beaucoup, Jean, d'avoir donné ton temps pour expliquer pourquoi tu soutiens le projet de Violette. Merci Violette d'avoir si bien expliqué ton projet. Merci à vous qui avez écouté. Partagez au maximum cet épisode qui est, vous l'avez compris, complètement exceptionnel. Très probablement, je ferai des petites mises à jour de temps en temps pour faire des piqûres de rappel, pour dire, parce que je vais accompagner Violette au maximum qui sera possible pour moi de le faire pour, dans le temps, donner un peu des infos sur comment son projet évolue. Donc il y aura très certainement, au moins une fois par an, petite interview de Violette pour donner des nouvelles et puis voir comment tout ça avance. Merci à vous deux et puis bah, très très bientôt. À bientôt. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Merci.